Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations de là où vous nous recevez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international, notamment sur le continent africain. Cette semaine, nous avons choisi de revenir sur trois sujets majeurs. D'abord, dans l'actualité nationale, le tribunal militaire de Lomé a rendu son verdict dans la nuit tard du mardi 7 novembre 2023 dans le procès des assassins du colonel Madjulba en 2020. Le général Abalo Kadanga, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, le caporal-chef Songin Yendoukouwa, chauffeur du défunt, le colonel Kodjo Ali, le commandant Balaki Yemboué, commandant de l'unité de sécurité militaire et la soldate Laletou Akuna sont tous reconnus coupables de complicité d'assassinat, entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. Le lieutenant-colonel Senam Aboukou, ancien commandant second du défunt Madjulba, et le commandant Pacha Ateke, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, sont quant à eux acquittés. Également au Togo, la campagne nationale de sensibilisation des élus locaux sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées initiée par la APLUSIA, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, s'est achevée le mardi 31 octobre 2023. Durant 4 mois, plus de 2000 participants des cadres municipaux des 117 communes que compte notre pays, le Togo, ont été édifiés sur notamment cette institution-là, la APLUSIA spécialisée donc dans la prévention et la lutte contre la corruption, sur les moyens et les bonnes pratiques à développer pour combattre la corruption. L'objectif était aussi, donc, dans le cadre de cette campagne, de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. Enfin, hors de nos frontières, le Niger sollicite la médiation du Togo dans son dialogue avec la communauté internationale. Les autorités de la transition nigérienne, à travers une délégation officielle composée du ministre d'État et de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Modi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Abdurrahman Namadou et du haut commandant de la garde nationale Ahmed Sidiane ont formellement sollicité la facilitation du président de la République, Faure Eswazimnanya Singbe, dans leurs efforts de dialogue avec la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, voici le sommaire. Comme je l'annonçais donc tantôt, le tribunal militaire de Lomé a rendu son verdict donc le mardi 7 novembre 2023 dans l'affaire dite Madjulba, donc ce haut gradé de l'armée togolaise qui a été retrouvé mort dans son bureau dans la nuit du 4 mai 2020, il y a de cela donc 3 ans. Le général, celui qu'on peut désormais appeler simplement Abalo Kadanga, qui fut donc ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises, FAT, écope donc de 20 ans de réclusion criminelle. Le caporal-chef Songin Yendoukouam, qui était donc le chauffeur du défunt. Le colonel Kodjo Ali, quant à eux, s'en sortent avec 15 ans de réclusion criminelle. Le commandant Balak Yemboué, commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laletou Akuna sont donc reconnus coupables donc de ces chefs d'accusation et écopent donc à leur tour 5 ans de réclusion criminels. Donc, ils sont tous reconnus coupables de complicité d'assassinat, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et complot contre la sûreté intérieure de l'État. Le lieutenant-colonel Senam Aboukou, ancien commandant second du défunt Madjulba, et le commandant Pacha Ateki, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, quant à eux, sont acquittés quant à eux. Donc, eux tous étaient donc dans le box des accusés durant ce procès qui a donc retenu toute l'attention de l'opinion nationale et internationale. Mesdames, Messieurs, l'aboutissement de ce procès nous offre l'opportunité aujourd'hui de revenir sur quelques éléments pour rappeler l'importance de la mise en place d'une telle juridiction militaire. Comme on le dit, l'armée togolaise a été toujours reconnue comme une armée professionnelle, une armée dévouée, caractérisée par la discipline et le professionnalisme des militaires. Depuis quelques années déjà, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est engagé personnellement à reformer donc les forces armées togolaises, notamment dans sa restructuration avec la création de ce qu'on peut appeler donc les régions militaires, avec l'aménagement d'un certain nombre de régiments, avec l'accentuation sur la formation donc de nos militaires qui a été donc comment l'appelle-t-on,
qui a été revu par les plus hautes autorités de notre pays. Et aussi, il faut le rappeler, bien évidemment, avec le renforcement de l'armement, le matériel militaire des forces armées togolaises qui a connu donc une certaine attention particulière avec le renforcement donc de ce matériel, avec la modernisation de l'armement de notre armée. Cela prouve en quelque sorte l'attention que requièrent aujourd'hui les forces armées togolaises à l'égard donc des plus hautes autorités de notre pays, notamment du chef de l'État Faure Gnassingbé. Donc cet événement qui est survenu donc dans la nuit du 4 mai 2020, on se rappelle très bien, avec l'assassinat, si on peut le qualifier ainsi, tragique de ce haut gradé de l'armée, le colonel Bitala Majulba, qui a été retrouvé mort, qui a été retrouvé donc, qui coulait donc dans son sang, dans son bureau, bien évidemment, qui a été retrouvé mort dans son bureau. Il était inadmissible, il était inconcevable que, au regard de la cruauté, au regard donc de la gravité de cet acte ignoble, et surtout que cet acte est intervenu dans un camp militaire, un camp qui devrait en réalité servir de sécurité pour ceux qui travaillent, notamment les militaires et ceux qui dirigent les différents régiments de nos forces armées togolaises. Donc il était inacceptable, il était inadmissible, il était inconcevable que les autorités togolaises puissent laisser cet acte-là ignoble là passer sans que les auteurs ne soient traduits devant la juridiction et qu'ils répondent véritablement de leurs actes, de leurs forfaits, ayant donc occasionné la mort donc de ce deux faits-là. Et donc pendant 3 ans, l'instruction a été conduite de bout en bout. Les enquêtes ont été commanditées notamment par l'État togolais. Les études, les expertises balistiques ont été sollicitées notamment de la part du Ghana, de la France. Et donc il y a donc reconnu que bon, la balle qui a servi donc à tuer ce haut gradé de l'armée, c'est-à-dire le colonel Majulba, provenait donc de son arme. Donc la vraie question, la principale question qui était posée donc au niveau du tribunal, c'est vrai que ces co-accusés donc qui se sont retrouvés dans le box des accusés tout au long de ce procès-là étaient donc poursuivis par l'État togolais de 3 chefs d'accusation: 1, complicité d'assassinat; 2, entrave au bon fonctionnement de la justice; et puis 3, complicité d'atteinte à la sûreté à la sûreté intérieure donc de l'État. Donc il était question pour le tribunal militaire de Lomé qui siégeait donc devant la chambre criminelle, puisque ce qui a été commis est qualifié de crime selon le code pénal en vigueur depuis 2015 dans notre pays. Donc il appartenait donc à au juge, au magistrat donc qui siège au sein de ce tribunal-là, et également au jury qui a été composé pour la circonstance donc de faire éclore la vérité par rapport aux éléments qui ont été fournis tout au long de ce procès-là. Donc, 1, le procès a été un procès équitable. 2, le procès a respecté ce qu'on appelle en droit le principe du contradictoire. 3, le procès a été public. Donc, les autorités ont jugé bon, donc c'est une première dans notre pays, de mettre en place une telle juridiction spécialisée, une juridiction qui connaîtra les infractions qui ont été définies donc dans le décret qui crée donc cette institution-là, et de mettre en place une telle juridiction pour connaître donc les infractions qui pourront être commises par les militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et je me rappelle très bien lorsque le tribunal militaire de Lomé lançait officiellement ses activités avec la présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le ministre Plus Sagbé-Tomé rappelait donc dans le temps que la justice militaire a été mise en place grâce à la volonté politique du chef de l'État pour faire en sorte que le militaire ne se sente pas au-dessus de la loi, pour faire en sorte que le civil se sente au même pied d'égalité que le militaire, que lorsque le militaire se trouve dans une situation de violation de la loi, lorsque le militaire est en contradiction avec les textes de la République, ben que ce militaire-là puisse répondre de ces actes-là devant la juridiction compétente qui est la juridiction militaire, qui est donc le tribunal militaire de Lomé. Donc en réalité, une telle juridiction-là ben,
prouve la volonté donc des autorités de notre pays de faire la lumière sur cette affaire-là, mais également d'assurer une certaine égalité devant la loi de tous les citoyens, quel que soit votre statut, quelle que soit votre position dans notre pays, que vous soyez militaire, que vous soyez civil. Ben, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit que tout le monde soit égal devant, que nous tous nous soyons égaux donc devant la loi. Donc, la première leçon qu'on retiendra de ce procès-là, c'est-à-dire que pour la première fois, des gens qui se sentaient intouchables, des gens qui se sentaient au-dessus de la loi, qui peut-être à un moment donné se disaient qu'ils peuvent commettre des choses sans être inquiétés, mais le gouvernement nous a enseigné, nous donne cette leçon-là, de savoir qu'en réalité, mais personne n'est au-dessus de la loi. Lorsqu'on se permet de manigancer des choses, de colmenter, comment l'appelle-t-on, une complicité d'assassinat d'un de vos collègues dans son propre bureau au sein d'un camp, il est inadmissible qu'on puisse se taire là-dessus. Il est inadmissible que la justice ne soit pas dite dans cette affaire-là. Il est inadmissible que la lumière ne soit pas faite donc sur cette affaire-là. Donc en réalité, l'enjeu majeur, c'était de déterminer celui qui a tué véritablement le colonel Madjulba dans la nuit du 4 mai 2020. Et le tribunal, après avoir écouté les principaux accusés dans cette affaire, notamment l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général Abalo Kadanga, après avoir écouté les autres co-accusés, après avoir fourni des éléments qui ont été, comment l'appelle-t-on, qui ont été découverts dans le cadre de l'enquête qui a été diligentée par l'État togolais, après avoir écouté les conseils des différentes parties prenantes à ce procès-là, a décidé de rendre le verdict et a reconnu à l'unanimité coupable un certain nombre de co-accusés, notamment l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui a été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui, notamment complicité d'assassinat dans l'affaire dite Madjulba, complicité d'entrave au bon fonctionnement de la justice, complicité donc d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Au-delà de lui, comme je l'ai dit, il y a également l'ancien, comment l'appelle-t-on, le caporal-chef Songin Yendoukoua, qui était donc le chauffeur du défunt, le chauffeur du colonel Madjulba. Et ensuite, vous avez le colonel Kodjo Ali, qui semble avoir joué un rôle aussi dans cette stratégie, dans cette, comment l'appelle-t-on, dans cette manigance macabre qui consistait donc à éliminer l'un de leurs. Le commandant Balek Yemboué également, qui était à l'époque commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laletou Akuna, qui était à l'époque donc la secrétaire donc du défunt Madjulba. Donc, ces 5 personnes ont été respectivement reconnus coupables de ces 3 chefs d'accusation. Et chacun est coupé en ce qui le concerne. Pour l'ex-chef d'état-major général des forces armées togolaises, qui occupe de 20 ans de réclusion criminelle et qui est déchu de son statut de militaire. Désormais, il n'est plus militaire. Il perd tous ces grades qu'il a obtenus tout au long de sa carrière de militaire. Il est désormais un monsieur simple, un monsieur, on peut l'appeler monsieur Abalo Kadanga, désormais. Cela va également pour le caporal-chef Songin Yendoukoua, qui écope, lui, de 15 ans de réclusion criminelle. Lui aussi, il perd son statut de militaire. Ensuite, vous avez le colonel Kodjo Ali également, qui perd son statut de militaire, qui écope également de 15 ans de réclusion criminelle. Le commandant Baleki Mboué, lui, par contre, écope de 5 ans de réclusion criminelle et perd donc son statut de militaire avec tous les grades qu'il a conquis jusqu'à ce jour. La soldate Laletou Akuna, qui également était la secrétaire donc du commandant du premier bataillon d'intervention rapide, le défunt colonel Madjulba. Elle aussi écope de 5 ans de réclusion criminelle dans cette affaire. Dans cette affaire, il n'y a que 2 personnes qui ont été acquittées, les 3 chefs d'accusation qui ont été retenus au départ contre ces 7 personnes co-accusées dans l'affaire dite Madjulba. Donc nous avons le lieutenant-colonel Senam Aboukou qui a été
comment l'appelle-t-on, acquitté donc de toutes ces accusations. Également, le commandant Kwacha Ateke, qui était à l'époque adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, également aussi acquitté, qui recouvre donc la liberté et qui garde son, comment l'appelle-t-on, son statut de militaire et va continuer paisiblement à servir l'État togolais. Je pense qu'il est important qu'on félicite ici, et je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les autorités togolaises pour toutes ces facilités qui ont été accordées dans la conduite de ce procès-là. Vous savez, nos pays africains traversent un contexte sociopolitique assez particulier. Beaucoup peuvent critiquer, mais je pense véritablement que lorsqu'il y a des efforts qui se font, nous devons saluer cela. Nous devons saluer ces efforts-là qui sont en train d'être faits au niveau de notre pays-là. Faire en sorte que ces efforts qui sont en train d'être faits ne soient pas donc les derniers efforts, et encourager les gouvernants à aller davantage, à faire davantage, encourager les gouvernants, accompagner les gouvernants à améliorer plusieurs secteurs de notre vie, plusieurs secteurs de notre économie et tout ça là, plusieurs secteurs de la vie socio-économique de notre pays. Donc, pour moi, c'est vraiment inédit, un tel procès. C'est une première. Qui aurait imaginé, qui aurait cru qu'un jour, des gens qui se sentaient intouchables, des gens qui ont contribué à l'assassinat de ce monsieur-là, qui fut un vaillant serviteur de l'État, il faut le rappeler, qui ne méritait pas de mourir dans de telles conditions. Qui aurait cru? Mais grâce à la volonté politique du chef de l'État, grâce à l'engagement, la détermination des plus hautes autorités de notre pays, mais nous sommes arrivés à bout de ce procès-là. Nous sommes arrivés à bout de cette affaire-là. Justice a été rendue au défunt Madjulba. Beaucoup s'interrogent, et le débat qui est en train d'être mené aujourd'hui, c'est de savoir qui a véritablement tiré sur l'arme qui a tué le défunt. Moi, personnellement, je pense que le débat ne doit pas être à ce niveau-là. Parce que dans cette affaire, et selon ce qui a été fait au niveau du tribunal militaire de Lomé, selon les débats qui ont été menés, la conclusion qu'on doit retenir, c'est que il y a des gens qui se sont regroupés en un groupe criminel, en un groupe de complicité, et donc chacun a joué un rôle primordial, ayant conduit donc à l'assassinat de ce haut gradé de l'armée togolaise. C'est ce que nous devons retenir, que dans cette affaire-là, il n'y a pas qu'une seule personne qui ait commis cet acte horrible, cet acte ignoble, mais il y a plusieurs personnes. Donc ceux qui ont été condamnés sont tous coupables, sont tous reconnus coupables de toutes ces manœuvres qui ont été orchestrées pour en venir à la vie de ce vaillant fils de l'État. Et je pense aujourd'hui, cela va permettre donc à la famille du défunt de faire le deuil de leur fils, de leur frère, de leur père, de leur oncle et tout ce que vous connaissez. Et cela va permettre aux défunts de pouvoir reposer enfin en paix. Cela va permettre au Togo de redorer l'image de notre armée. Cela va permettre au Togo de dire qu'en réalité, l'impunité est combattue sous toutes ses formes dans notre pays. Quel que soit le bord dans lequel vous vous retrouvez, lorsque vous vous retrouvez en violation de la loi, les autorités sont plus que jamais déterminées à vous faire répondre de vos actes. Donc, les autorités sont plus qu'engagées à faire en sorte que vous puissiez, en toute responsabilité, répondre de vos actes devant la justice. C'est plus simple que ça. C'est ce que nous devons voir, c'est ce que nous devons saluer. Un procès historique, comme le diront certains. Un procès qui marque le début d'une nouvelle ère pour notre armée. Une armée qui a toujours été citée en exemple dans les différentes missions auxquelles nous assistons, que ce soit dans la sous-région ou à l'international. Mais les militaires togolais sont des militaires vaillants. Les militaires togolais sont des militaires respectueux, respectés de par le monde, par leur discipline, par leur professionnalisme. Il est hors de question, quel que soit le mobile, qu'on puisse permettre que de tels actes viennent assombrir, de tels actes viennent salir l'image de notre armée. Nous ne permettrons pas cela.
en tant que citoyen, en tant que gouvernant. Il est hors de question que des choses comme ça se passent sans que nous ne puissions agir. Mesdames, Messieurs, j'ai voulu échanger avec vous et donner mon point de vue sur cet aspect-là, sur ce procès-là inédit qui nous enseigne beaucoup de choses, qui nous enseigne beaucoup de leçons et qu'on se dit qu'on est fort on est fort on est fort que pour un moment et le reste du temps on devient faible. Donc il est important qu'on puisse voir la façon dont on agit lorsqu'on a un certain privilège, lorsqu'on a un pouvoir, lorsqu'on a un mandat. Il est important qu'on agisse en toute responsabilité pour éviter de tels genres de situations. Mesdames, Messieurs, également dans l'actualité nationale, c'est également cette campagne nationale de sensibilisation des élus locaux sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées initiée par la APLUSIA, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées il y a de cela quelques mois. Donc cette campagne nationale s'est achevée le mardi dernier, le mardi 31 octobre 2023. Donc durant 4 mois, plus de 2000 participants des cadres municipaux des 117 communes ont été édifiés sur la APLUSIA. Donc sur cette institution, quelles sont ses missions, quel est son but, quelles sont les différentes attributions que la loi lui octroie en termes de prévention, en termes de lutte contre la corruption sous toutes ses formes, mais également en termes de lutte contre les infractions assimilées, notamment le détournement des deniers publics et tout ça là. Et les moyens et les bonnes pratiques à développer pour combattre la corruption au niveau des collectivités territoriales, bien évidemment. L'objectif également, c'était de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance dans la gestion des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, cette information nous donne l'occasion de revenir sur ces différentes actions qui sont initiées par les plus hautes autorités de notre pays pour venir à bout de ce phénomène-là qui gangrène nos pays, ce phénomène-là qui retarde le développement de nos pays africains, ce phénomène-là qui constitue un frein en termes de mobilisation des ressources publiques pour faire face aux différents besoins, ce phénomène-là qui porte atteinte à notre économie. Ce que vous comprenez. D'abord, je voudrais saluer une telle initiative initiée par la APLUSIA dans ce sens-là. Je pense que l'une des mesures, l'un des moyens pour lutter efficacement contre la corruption, il est important de mobiliser les populations. Il est important de mobiliser les différentes couches de la population, notamment les élus locaux. Vous savez, la volonté du chef de l'État de rapprocher le pouvoir à la base. C'est-à-dire que la décentralisation qui a été enclenchée, le processus de la décentralisation qui a été enclenché, et fort heureusement, nous allons boucler ce processus-là avec les régionales qui vont être organisées d'ici l'année prochaine, selon l'annonce qui a été faite par le chef de l'État l'année dernière. Le gouvernement est engagé. Vous savez, le recensement électoral a eu lieu il y a de cela quelques mois. Donc, le processus est enclenché pour que le processus de la décentralisation aille donc au bout avec les régionales qui vont être organisées. L'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que le pouvoir ne soit pas trop centralisé, que le pouvoir soit exercé par les populations à la base, avec donc la décentralisation, avec les collectivités territoriales qui ont été mises en place. Donc, pour pouvoir renforcer les capacités de ces élus locaux-là, puisque c'est une nouvelle expérience. Ça fait combien? Depuis 1980 que le Togo n'a plus organisé de telles élections. Donc, il était important donc d'initier un certain nombre de programmes. Et il y a beaucoup de programmes qui ont été initiés, non seulement par l'État togolais, mais avec l'accompagnement d'un certain nombre de partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ dans le cadre donc du Prodigol. Donc, cette initiative de la APLUSIA qui contribue donc à assainir les finances publiques au plan local, qui contribue donc à améliorer la mobilisation des ressources locales. Parce que quoi qu'on dise, les deniers publics qui sont utilisés au niveau de nos communes, ce sont des deniers publics. C'est l'argent public. C'est l'argent qui appartient donc au peuple togolais. Les taxes qui sont récoltées, la subvention qu'apporte l'État, les différents dividendes que verse par exemple l'OTR, tout ça là, à ces collectivités-là, c'est de l'argent public, ce sont des deniers publics. Donc, il est important qu'on s'assure que la mobilisation qui a été faite, les ressources qui ont été mises à la disposition de ces communes-là sont gérées dans les règles de l'art, sont gérées dans le respect des procédures, par exemple en termes de passation des marchés publics. Mais il est important qu'on s'assure que les gens gèrent cela en respectant le manuel des procédures qui se sont dotées. Voilà l'idée. Donc, on vous sensibilise sur ce que c'est que la corruption, sur ce que c'est que la APLUSIA. Comment vous pouvez collaborer avec la APLUSIA?
On vous sensibilise sur les moyens, les bonnes pratiques, parce qu'il y a des moyens, il y a des bonnes pratiques. Il y a des bonnes pratiques qui ont fait leur preuve ailleurs, qui aujourd'hui peuvent servir donc à nos collectivités territoriales pour améliorer la gouvernance au plan local. Et c'est à saluer. Je pense véritablement que nous devons saluer cela dans ce sens-là. Saluer les efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Mais également nous interroger sur un certain nombre de choses. Parce que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas de regrouper les gens, leur parler de la corruption. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé par parler de la corruption. Mais parler de la corruption, sensibiliser les gens et tout ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut mettre à contribution même les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile, même du milieu, il faut les associer dans ce sens-là. Parce que c'est eux qui travaillent avec les collectivités territoriales. C'est eux qui ont la maîtrise même de l'environnement local. Il faudrait qu'on les associe donc dans de telles initiatives pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle le suivi du le contrôle citoyen de l'action publique. Vous savez, la loi sur la décentralisation a prévu la création du bureau du citoyen, qui est un instrument fantastique, extraordinaire, en termes de réduction des comptes, en termes de redevabilité, en termes de dialogue entre les élus locaux et puis les populations. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc pour moi, aujourd'hui, au-delà de saluer cette initiative, c'est également de nous questionner sur, en réalité, ce qui se fait dans nos communes. Maintenant, monsieur, je pense qu'il est important qu'on s'interroge sur la manière, sur la façon dont les gens gèrent les deniers publics au niveau de ces collectivités territoriales. Parce que c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, donc il faut mettre en place des instruments de gouvernance efficaces, des instruments de transparence pour que les marchés qui sont passés, par exemple, respectent donc le code des marchés publics au niveau de notre pays. De faire en sorte que les dépenses qui sont effectuées respectent donc le manière de procédure. Il faudrait que les procédures, ce sont des éléments basiques en termes de bonne gouvernance, en termes de lutte contre la corruption. Il est important qu'on mette en place au niveau de ces communes-là des systèmes de prévention de la corruption et des infractions assimilées. Par exemple, pour les services qui sont fournis au niveau de la mairie, notamment pour la célébration des mariages, pour la légalisation des dossiers, pour l'obtention d'un certain nombre comment l'appelle-t-on, de documents, notamment par exemple le permis de construire. Mais comment est-ce qu'on s'assure que les gens de la mairie, c'est-à-dire que les agents publics, les agents de la collectivité territoriale, ne sont pas, comment l'appelle-t-on, ne sont pas corrompus? Comment est-ce qu'on s'assure que les gens là ne reçoivent pas des pots de vin au niveau donc de ces collectivités territoriales? C'est en s'assurant qu'on puisse avoir au niveau de ces collectivités territoriales là des systèmes d'intégrité efficaces, qu'on puisse mettre en place des systèmes de gestion et qu'on puisse assurer un certain nombre de suivis. Je pense qu'il est important qu'on passe à l'essentiel. On a beaucoup parlé de la corruption au cours de ces dernières années. On en a sensibilisé. Et je voudrais saluer ici le leadership du chef de l'État. Vous savez, depuis quelque temps, quoi que les gens disent aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits. Nous avons une loi en termes de déclaration de patrimoine. Nous avons une loi qui oblige donc les agents publics à déclarer leur patrimoine. Des gens qui exercent donc un mandat électif, des gens qui occupent de hautes fonctions au niveau de notre pays. Ça a commencé déjà. Et c'est le médiateur de la République qui est l'organisme ou l'institution chargée de recevoir donc les déclarations de patrimoine à l'entrée et à la sortie de fonction. Vous comprenez un peu? Ça, c'est déjà quelque chose de palpable. Au niveau des communes, c'est vrai, l'État avec les partenaires publics c'est vrai, aujourd'hui nous avons 117 communes, mais certaines communes ont bénéficié d'un appui technique considérable en élaborant des manuels de gestion de procédures. Des communes ont été formées sur les procédures de passation de marché. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre ça en pratique? Nous ne devons pas transformer nos communes en des lieux où les citoyens sont rackettés,
ou des gens qui veulent avoir des services au niveau de ces communes-là, des services publics, ben, soient obligés au-delà donc du prix réglementaire de donner de l'argent. C'est inadmissible. On ne peut pas admettre cela. C'est pour ça que je dis, au-delà de saluer cette campagne nationale de sensibilisation des communes, ben, il faut aller à l'essentiel. Il faut accompagner les mairies dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils ont l'information, ils sont sensibilisés sur ce que c'est que la corruption, la petite corruption, la grande corruption, les moyens, les bonnes pratiques pour prévenir et lutter contre ce fléau-là, qui mine véritablement au développement de nos pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces communes? Quels sont les mécanismes, quelles sont les stratégies qu'on développe pour que les deniers publics qui sont mobilisés et que l'État met à la disposition de ces communes-là, pour que les recettes qui sont mobilisées par ces communes-là, qu'on s'assure que les gens là qui sont à la tête de ces communes-là gèrent bien les ressources. Je ne veux pas attendre un jour qu'un maire ou le conseil municipal dans son ensemble, ils se sont arrangés pour détourner des deniers publics au niveau des maires. Au lieu que cela serve à l'investissement, à améliorer les conditions de vie des populations à la base. Vous savez, l'État a mis en place le fonds d'appui aux collectivités territoriales, dont l'exécution a été confiée à l'ANADEB. C'est une bonne démarche. Beaucoup ont crié, il faut mettre les moyens à la disposition des communes directement. Mes amis, l'argent, c'est autre chose. Il faut développer des mécanismes qui font de telle sorte qu'on évite davantage donc, les cas de corruption, les cas de détournement de deniers publics. Et les mairies doivent être des mairies exemplaires. C'est-à-dire que les citoyens, lorsqu'ils se rendent à la mairie pour demander un service, doivent être dans une situation de confiance. Ils ne doivent pas être toujours frustrés. Ils ne doivent pas être toujours, comment l'appelle-t-on, toujours inquiets lorsqu'il va là-bas parce qu'il est obligé de glisser un billet pour avoir un service. C'est inadmissible. C'est pas bon. Nous devons agir là-dessus. Nous devons travailler à mettre fin à ces conneries-là. Nous devons travailler à mettre fin à ces pratiques indécentes, à ces pratiques-là qui nuisent donc à la gouvernance locale. Et je pense que l'APLUSA qui a reçu le mandat de prévention et de lutte contre la corruption doit pouvoir accompagner les mairies dans ce sens-là, à développer les mécanismes, à développer les stratégies, à mettre en place les pratiques qui ont fait leurs preuves ailleurs pour minimiser donc la surveillance des cas de corruption. Parce que quoi qu'on dise, toujours des brebis galeux. C'est des cas qui peuvent aussi arriver. Mais lorsque ça arrive, il faut pouvoir dénoncer. Parce que la dénonciation, c'est le premier pas en termes de sanctions. Puisque lorsque vous ne dénoncez pas, le juge ne peut pas savoir. Parce que la corruption, c'est quelque chose qui se passe, par exemple, c'est tout comme une relation entre l'homme et sa femme. Tout ce qui se passe dans la chambre, s'ils ne sortent pas pour dire, mais personne ne sera au courant. La corruption, là, ça se passe dans l'ombre. Ce n'est pas quelque chose qui est exposé. C'est pour ça que notre code pénal est clair là-dessus. Le corrompu et le corrupteur doivent pouvoir répondre de leurs actes respectifs. Pour parler de la corruption, il faut qu'il y ait quelqu'un qui corrompt, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qu'on a corrompu, mais il faut qu'il y ait un corrupteur. Ça peut être des pots de vin, ça peut être des services, ça peut être donc des avantages qu'on accorde à une personne. C'est-à-dire qu'on en a parlé suffisamment. Maintenant, il faut qu'on passe à l'acte. Il faut qu'on améliore la gouvernance locale. L'État a fait des efforts considérables dans ce sens-là. L'État continue d'accompagner les communes. Mais nous, en tant qu'élus locaux, nous, en tant que maires, qu'est-ce que nous faisons véritablement? Est-ce que nous nous enrichissons sur le dos des contribuables? Est-ce que nous détournons les deniers publics qui sont mis à notre disposition par l'État? Comment est-ce que nous gérons? Nous devons répondre de cela. Vous savez, certaines communes ont été épinglées dans le cadre donc des passations de marchés publics, le non-respect des procédures. Les gens passent des marchés comme ça. C'est quoi ça? Il faut mettre fin à cela. Heureusement, il y a aussi la COP qui travaille dans ce sens-là pour assainir donc le domaine de passation des marchés publics au niveau des COP. Parce que c'est l'argent public qui est utilisé. Si les gens ne savent pas, on peut être opposant, mais lorsqu'on détourne l'argent public, on doit pouvoir répondre de ses actes.
Ce n'est pas parce que vous êtes opposant, vous avez eu la chance d'être élu à la tête d'une commune que vous ne devez pas répondre de vos actes, vous ne devez pas rendre compte à l'État. Parce que l'argent qui est mis à votre disposition là, ça appartient donc à tout le peuple togolais. L'État doit s'assurer que cela est géré de façon efficace. Ce n'est pas parce que vous êtes député, que vous venez de la mouvance présidentielle, parce que vous venez du parti au pouvoir, que vous devez vous permettre certaines choses. Non, tout le monde doit se conformer. Et le chef de l'État est déterminé dans ce sens-là, pour veiller à ce que nous-mêmes, que les gouvernants soient des gouvernants exemplaires, que les maires soient des maires exemplaires, des maires qui suscitent d'admiration, des maires qui se préoccupent de leur collectivité territoriale. Parce que sans ça, là, on peut beau parler, on peut réunir les gens dans des salles à longueur de journée, chaque année, on peut les regrouper, parler de la corruption. Si on ne va pas, on ne passe pas à l'acte, si on ne met pas en place des mécanismes, des pratiques, si on ne met pas en place des stratégies, si on ne sanctionne pas les gens, comment les gens peuvent s'améliorer? Comment les gens peuvent travailler à ce que la gouvernance locale soit renforcée et soit efficace? Comment? Nous devons agir efficacement. Et nous, en tant que citoyens, nous devons veiller à ce que les gens respectent. Nous devons dénoncer. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place, des numéros verts et tout ça là. Mes amis, l'État a mis en non-disposition beaucoup de moyens pour dénoncer de ces actes-là. Saisissons-les. Contribuons au développement de notre localité. Aujourd'hui, les gens crient que bon, il y a des choses qui ne sont pas faites, mais désormais, l'État ne va pas tout faire. Il appartiendra aux collectivités. Au fur et à mesure, l'État va les transférer un certain nombre de compétences. C'est vrai qu'il y aura des compétences partagées, mais la plupart des compétences vont être transférées parce que le gouvernement s'inscrit dans une logique qui est de rendre le pouvoir donc de plus en plus basique, donc d'amener de plus en plus le pouvoir vers la base, que le pouvoir puisse être exercé par les populations à la base. C'est ça l'objectif du gouvernement. C'est ça l'ambition du chef de l'État, le président de la République. Et nous devons accompagner ces efforts-là. Nous devons être prêts à assurer le contrôle citoyen donc de l'action publique, à jouer notre rôle de veille citoyenne. Donc, j'ai voulu échanger avec vous également sur ce sujet-là. Féliciter donc la APUSIA pour cette initiative, mais les encourager à aller loin. C'est vrai que je pense qu'il y a un projet de renforcement de la gouvernance locale dans ce sens-là, hein, accompagné, soutenu par la GIZ. Il faut aller très vite. Il faut renforcer les actions sur le terrain. C'est bien de parler, c'est bien de sensibiliser. Mais il faut que d'abord, les différentes initiatives soient inclusives, associer les organisations et les différentes parties prenantes au niveau de la localité, au niveau de ces collectivités territoriales-là. Ensuite, faire du benchmarking, voir ce qui a marché ailleurs au niveau des collectivités, de la sous-région et ailleurs, mais essayer d'avoir l'expertise de ces bonnes pratiques-là et venir les implémenter dans nos communes. Nous en avons besoin pour améliorer la gouvernance publique. Voilà ce que nous devons faire. Et les citoyens doivent jouer leur partition dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, le Togo que nous voulons, le Togo nouveau, le Togo meilleur, le Togo développé, le Togo où il fait bon vivre, mais cela ne sera possible que par la contribution des uns et des autres. Ce n'est pas l'apanage des gouvernants, ce ne sont pas eux seuls. Le chef de l'État ne peut pas être présent partout. Les ministres ne peuvent pas être présents partout. Nous devons jouer notre partition dans ce sens-là. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous avons voulu échanger avec vous sur ce deuxième sujet, qui a donc suscité les échanges au niveau de l'opinion nationale. Et nous allons finir avec ce troisième sujet qui retient également notre attention. Hors de nos frontières, le Niger qui sollicite désormais la médiation du Togo dans son dialogue avec la communauté internationale. Les autorités de la transition nigérienne, à travers une délégation officielle composée du ministre d'État et de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Modi, du ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Abdurrahman Amadou et du haut commandant de la garde nationale, Ahmed Sidiane, ont officiellement sollicité la facilitation du président de la République Fort et Swazimna Gnassingbé dans leurs efforts de dialogue avec la communauté internationale. Ils ont été reçus donc par le chef de l'État cette semaine et ils ont porté ce message-là. Vous savez, le Togo, quoi que les gens disent, nous sommes un pays qui prône la paix. Nous sommes l'un des pays qui a compris qu'en réalité, pour développer un pays,
vous devez d'abord préserver la paix. Vous devez travailler à renforcer la cohésion sociale. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire avec l'instruction qu'il a donnée donc au gouvernement à travers les différentes mesures, à travers les différents projets, à travers les différents programmes plutôt, pour faire en sorte que tout le monde se reconnaisse dans toutes les initiatives qui sont en train d'être menées. Donc, prendre en compte l'aspect de l'inclusion sociale. Voilà. Voilà ce qui est l'ADN de notre pays. La paix, la cohésion sociale. Et je le disais depuis le début, la confrontation n'a jamais fait évoluer un pays. Les discours de complaisance, les discours de haine, ça n'a jamais fait développer un pays. Le dialogue, c'est par le dialogue, mesdames, messieurs. C'est par le dialogue qu'on développe les choses. C'est par le dialogue qu'on obtient des résultats. Nous avons la chance d'avoir un leader très éclairé. Le leadership du chef de l'État est incontestable. Le leadership du chef de l'État dans la résolution des conflits au niveau de nos sous-régions à l'international est incontestable. Quand quelqu'un est bon, il faut reconnaître qu'il est bon. Quand quelqu'un attire de l'admiration, il faut être honnête et le lui reconnaître cela. Vous savez, le chef de l'État, c'est quelqu'un de très discret. Mais en réalité, il œuvre pour que la paix règne, non seulement dans son pays, qui est le Togo, mais également au niveau de la sous-région. Vous savez, tous les problèmes que nous avons au Togo aujourd'hui, le chef de l'État veut que nous résolvons tous ces problèmes par le dialogue. Les problèmes politiques, vous savez, beaucoup de cadres ont été initiés, des rencontres avec les différentes parties prenantes, les partis de l'opposition, et beaucoup de réformes qui ont été faites au cours de ces dernières années, c'est dans le cadre des concertations. C'est par les concertations que le Togo est arrivé à faire un certain nombre de réformes. Le gouvernement ne s'est pas levé un beau matin pour faire des réformes. C'est à mettre à l'actif du chef de l'État. Cet homme visionnaire qui pense que l'outil le plus efficace, c'est le dialogue. Heureusement que les autorités nigériennes en place, les militaires du Conseil national de la sauvegarde de la patrie ont compris cela. Je l'ai dit tantôt, à plusieurs reprises dans mes directs, j'ai toujours eu l'occasion de leur dire qu'en réalité, ils doivent renouer avec les discussions. Ils doivent renouer avec les discussions avec les différents partenaires du Niger, notamment la CEDEAO. Notamment la CEDEAO qui est une institution très importante au niveau de nos sous-régions. Discuter, trouver un terrain d'entente. Le Niger connaît un problème. Donc, nous devons discuter pour que le peuple nigérien, le peuple frère du Niger, puisse retrouver sa sérénité. Aujourd'hui, le chef de l'État a accepté non seulement d'être le médiateur dans ce dialogue qui va être mené entre les autorités militaires en place au niveau de ce pays-là, frère, avec la communauté internationale, notamment la CEDEAO, bien évidemment, pour que les sanctions qui ont été infligées à ce pays-là, au lendemain donc de la violation de l'ordre constitutionnel, que les sanctions-là soient levées, des sanctions économiques qui pèsent véritablement sur ce pays. Vous savez, pour on a besoin de rappeler tous ces effets-là qui frappent aujourd'hui le Niger, qui a dû revoir donc non seulement l'exécution de son budget en moins de 40%, beaucoup de travaux ont été stoppés, sont en arrêt. Le gouvernement de transition a du mal donc à trouver de l'argent pour payer les fonctionnaires. Donc vous voyez, on peut résoudre ces problèmes par le dialogue. Ils ont finalement choisi la voie de la raison en sollicitant donc la médiation du chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a réussi donc à résoudre un certain nombre de crises au niveau de notre région. Et je pense qu'il pourra également apporter une certaine contribution à résoudre ce problème. Connaissant cet homme-là, cet homme de vision, cet homme d'État, qui a toujours prôné la paix, qui a toujours prôné la cohésion sociale. Vous savez, le chef de l'État a également accepté d'être le garant en termes de désengagement donc des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Parce que nous voulons la paix dans notre sous-région. Nous voulons que la sous-région soit dans une stabilité. Sans la stabilité, est-ce que nous pourrions penser au développement? Non. Nous ne pouvons pas penser au développement s'il n'y a pas la paix. Quand il y a des âmes qui crépitent, quand les djihadistes tuent un peu partout, quand il y a des terroristes qui frappent un peu partout, ce que nous voyons au niveau de nos pays voisins, ça ne nous honore pas. Ça ne nous avantage pas. Et nous devons veiller à ce que ces choses-là, ce que nous vivons aujourd'hui dans notre sous-région,
que nous ne puissions plus connaître cela dans les prochaines années, au cours des prochaines années. Et cela passe par le dialogue, cela passe par la concertation, cela passe par les échanges, pas des discussions permanentes. Non seulement au niveau de nos pays, mais également à l'échelle régionale. Si vous avez des problèmes avec des gens, discutez avec eux, trouvez un terrain d'entente, trouvez un plan de sortie de crise. Et ensemble, chacun va jouer son rôle, chacun va jouer sa partition pour résoudre le problème. Sans ça, ça va être difficile. Vous allez faire sombrer votre peuple. Parce qu'aucun pays ne se suffit à lui seul. Nous sommes dans un environnement interplanétaire. Chacun a besoin de l'autre. Nous avons besoin des uns et des autres. Pourquoi nous voulons nous comporter comme si nous nous suffisons à nous seuls? Le Togo aujourd'hui est un pays ouvert aux investisseurs, ouvert à ceux qui peuvent apporter une plus-value à notre économie, ouvert à ceux qui peuvent apporter ce qu'on appelle un transfert de technologie et de compétences à notre jeunesse. Parce que notre jeunesse est en quête de nouvelles connaissances. Le monde évolue. Nous devons actualiser nos connaissances. Et quand on se referme, quand on ferme toutes les portes, quand on s'isole, il est difficile qu'on soit à la une donc des nouvelles innovations, des nouvelles technologies. On va passer à côté. Et qui aura perdu? Ben, c'est nous qui aurons perdu. C'est le peuple qui aura perdu. Est-ce que vous comprenez un peu? Je salue cette posture des autorités militaires du Niger, cette posture de renouer avec le dialogue, cette posture d'avoir fait confiance à notre pays et d'avoir fait confiance à notre chef de l'État, qui est un pacificateur, qui est un homme qui promeut la paix, non seulement dans son pays, vous savez, et le chef de l'État a toujours été ouvert pour des discussions, pour trouver des solutions idoines au niveau, euh, au niveau de notre pays. Lorsqu'il y a des petits problèmes des problèmes politiques avec l'opposition, il a vite fait de donner des instructions pour qu'un cadre soit ouvert, pour que les discussions soient faites. Parce que nous tous, nous sommes des Togolais. Et nous devons apporter notre pierre à l'édifice, notre contribution à améliorer un certain nombre de situations. Voilà la logique dans laquelle où se trouve le chef de l'État. Faire en sorte que chaque Togolais se sente concerné par les différentes réformes, que chaque Togolais se sente concerné par les différents efforts, par les recettes qui sont euh, des recettes qui sont comment on l'appelle, accomplies par le gouvernement. Vous voyez un peu? Donc quand vous êtes dans cette logique-là, vous serez ami de tout le monde. Aujourd'hui, le Togo est ami de tout le monde à travers le monde. Nous sommes amis de tout le monde. Nous collaborons avec tout le monde. Nous permettons à ce que tout le monde vienne chez nous. Nous sommes un pays, une terre hospitalière. L'hospitalité du Togo est une hospitalité légendaire, traditionnelle. Aujourd'hui, le chef de l'État participe donc au sommet Arabie Saoudite et puis avec les pays africains. Vous savez, le pays a d'énormes projets avec l'Arabie Saoudite. Le Togo a d'énormes projets avec l'Arabie Saoudite, avec les pays du Golfe et tout ça là. Parce que nous demeurons un pays ouvert. Nous ne nous refermons pas. Nous voulons profiter de l'expertise et des compétences des uns et des autres. Et parce que le chef de l'État est déterminé à aller chercher les intérêts du peuple togolais partout où cet intérêt se trouverait à travers le monde. Voilà pourquoi il ne dort pas, il ne se repose pas, il voyage tout le temps. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. C'est leur problème. Lui, il a un compte à rendre à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait en termes de développement économique? Qu'est-ce qu'il a fait en termes d'amélioration socio-culturelle? Qu'est-ce qu'il a fait en termes d'amélioration des infrastructures sociales dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'eau potable et tout? C'est le chef de l'État qui doit répondre. C'est pour ça il ne dort pas, il ne se repose pas. Il travaille jour et nuit pour que les Togolais puissent avoir le minimum lorsqu'ils sont au Togo. Que les gens qui ont fait confiance à notre pays pour s'installer au Togo, qu'ils puissent avoir un minimum de services vitaux. Lorsqu'on est au Togo, il y a des choses dont on ne doit pas manquer. Lui-même, il le répète tout le temps. Donc, nous sommes un pays ouvert, un pays pacificateur, un pays qui est ami de tout le monde. Ceux qui pensent que nous pouvons leur apporter quelque chose,
le Togo sera toujours là. Notre chef de l'État sera toujours ouvert aux sollicitations. Notre chef de l'État participera donc à toutes ces discussions-là, tous ces dialogues-là qui pourront apporter donc ou qui pourront faire restaurer la paix dans une partie du monde, dans une partie de nos sous-régions, tout ça là. Mesdames, Messieurs, on pourra évoquer pas mal d'éléments euh, pour étayer cela, la statue d'homme d'État de Faure Gnassingbé, le président de la République. On n'en finira pas aujourd'hui. On n'en finira pas. Et je voudrais, pour finir, rendre hommage donc à toutes ces autorités togolaises là qui œuvrent chaque jour que Dieu fait à préserver la paix, à renforcer la cohésion sociale à travers les différentes initiatives. Mesdames, Messieurs, nous avons voulu cette semaine évoquer ces trois sujets-là, comme je l'ai dit, ce procès-là historique, cette décision qui a été rendue par le tribunal militaire de Lomé, ensuite cette campagne nationale de sensibilisation initiée par la APLUSIA, dont on est revenu un peu plus en détail, et ce que nous pensons véritablement d'une telle initiative, et enfin cette sollicitation des autorités militaires du Niger, qui sollicite donc la médiation du Togo, notamment de son président de la République, Faure Gnassingbé, dans son dialogue avec la communauté internationale. Comme chaque semaine, mesdames, messieurs, j'éprouve toujours du plaisir à échanger avec vous sur tous ces sujets-là, notamment sur les faits majeurs ayant marqué l'actualité dans notre pays, mais également à l'international, sur le continent africain. J'espère avoir été donc à la hauteur de vos attentes. Comme je l'ai dit, les bonnes idées, les idées novatrices surgissent lorsqu'il y a un débat contradictoire, lorsque les gens acceptent que d'autres pensent autrement qu'eux, lorsque les gens acceptent le pluralisme des pensées. Et en suscitant toujours le débat, on finit toujours par trouver des solutions, des réponses à des problèmes et tout ça là. Et moi, l'exercice auquel je m'adonne chaque semaine, c'est de faire en sorte que je puisse d'abord éclairer la lanterne de nos citoyens sur un certain nombre de faits majeurs et ensuite de recevoir leurs contributions en vue d'améliorer nos conceptions, en vue d'améliorer nos appréciations. Donc, je pense et j'ose avoir été à la hauteur de vos attentes, tout en espérant vous retrouver donc la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer une très belle soirée. À très bientôt. Au revoir.